Alors, on reprend et on termine l'exploitation. Vous vous rappelez qu'on avait fait la relecture du code et on essayait de pivoter. C'est ce qu'on va faire. On va mettre en place notre pivot. Alors, je vous ai, à ma grande déception, ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, on avait récupéré un exploit, donc c'était une RCE, Remote Code Execution, sur notre composante Git. Le problème étant que, malheureusement, on n'arrivait pas, enfin, j'arrivais pas à le lancer, en fait, tout simplement. Il y avait des problèmes d'abord de module. En effet, il y avait le module request qui n'est plus disponible naturellement sous Python 2 et bah, ça a été écrit sous Python 2 l'exploit. Donc, j'ai réécrit complètement le code. Enfin, complètement. Allez, j'exagère, en fait. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Donc, j'ai ajouté from time, import sleep, ok, pour pouvoir faire des sleep. Sleep, on va demander au programme de dormir, ok, d'attendre quelques secondes, ok. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que moi, avec ma fibre optique, en fait, je floodais, ok, le réseau, je floodais le système, et du coup, j'avais des problèmes de connexion sur le port 80, ok, de notre serveur web. Et le but, c'est qu'on ait une connexion qui soit viable, qui soit stable, puisque après, on va pousser un web shell via la RCE. Donc, il nous fallait une connexion qui soit fiable et qui ne plante pas. Et le problème, c'est que je vous ai dit, dans l'exercice, on disait, bah ouais, en effet, toutes les fonctions print, bah il n'y a pas de parenthèse. Donc, bah, grosso modo, on sait que c'est du Python 2. Sauf qu'en Python 2, ça marche plus du tout. Donc j'ai réécrit, je vous mettrai le lien, j'ai tout posté sur Pastebin, ok, et bah j'ai réécrit en fait le code, toutes les fonctions print, j'ai mis des parenthèses, ok? Et j'ai fait des slips. J'ai fait des slips 3, attendre 3 secondes à la fin de chaque boucle, ok? Pour temporiser nos séquences. Donc, il y a toujours, ça se fait de façon séquentielle, mais maintenant, à chaque sortie de boucle, OS exit 0, on fait un slip de 3 secondes, ok? Donc, ça met un petit peu plus de temps à s'exécuter, mais au moins, j'arrive à lancer mon script et avoir le résultat de notre commande. Vous vous rappelez que notre commande, qu'est-ce qu'on avait demandé? On avait demandé une commande ou am I, qui suis-je? Et donc, on est censé nous répondre. Ensuite, on va voir deux techniques. On va voir via Shuttle comment créer un proxy pour avoir un accès SSH sur la cible et s'en servir pour accéder au port 80 de la machine. En théorie, on n'a pas accès au réseau, ok? Et ça va nous permettre de contourner le pare-feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un port supérieur à 15 000. J'avais pas lu hier, j'étais fatigué. On va respecter ce qu'on nous demande. Remarque, si vous utilisez SOCAT ou n'importe quelle autre, veuillez utiliser un port supérieur à 15 000. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai fait un reroutage de port sur mon localhost en 8000. Donc, on va utiliser 15001, ok? On va écouter. Faites bien attention si vous faites l'exercice. Pensez à faire un port qui est supérieur à 15 000, ok? Donc, je vais modifier le code source. Je vais vous montrer deux techniques et on va voir comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, j'ai une connexion euh, au VPN, on est d'accord. Pour l'instant, j'ai juste ça. On a, vous vous rappelez, on a deux machines. Allez, je vais venir vous rafraîchir la mémoire. On a quoi? On a notre serveur de prod en 10, 200, 100, 200. J'ai la clé SSH, ok? Et je m'en sers pour me connecter. Et là, maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais faire soit du port forwarding vers la 10, 200, 100, 150, soit je vais faire un proxy. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Ok? Donc, première façon, on va utiliser S-Shuttle. Ok? Et je vais créer un proxy. Je vous redirige vers les vidéos précédentes pour comprendre tout simplement la commande. Ok? Mais grosso modo, je vais même pas m'embêter. Je vais revenir sur ce que j'ai fait. Là, on est pas mal. Ça, c'est en... Ouais, voilà. On va utiliser cette commande. Donc, cette commande. Reprenons comme... Reprenons. Qu'est-ce que va me permettre de faire cette commande? Je prends le temps.
revois avec vous. Donc vous vous rappelez, on peut utiliser Shuttle et qu'il est beaucoup plus simple que SSH. Mais enfin après c'est à vous de voir en fait, hein, en fonction des cas. Il y en a pas un qui marche mieux que l'autre. C'est juste que bah c'est la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur S-Shuttle. Donc à la limite, les connaissances sont encore un peu fraîches, j'espère, dans votre esprit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser une authentification par clé. La clé, c'est quoi? C'est la clé ID RSA. Mais là, dans mon exemple, elle est pas bonne, celle-ci, parce que j'avais mal copié la clé. Moi, elle s'appelle clé. OK? Mais sinon, ça ne change strictement rien. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, avec le commutateur SSH CMD, OK, on va pouvoir choisir une commande différente à exécuter à l'authentification. Et cette fois-ci, on va utiliser, eh ben, notre commande classique SSH. SSH, le nom de la clé que je veux utiliser. Et après, par contre, j'utilise le masque de sous-réseau, CIDR, en S-C-I-D-R. Donc, ça sera du 10, 200, 100, 0, 24. OK? Puisque notre machine, elle est en 10, 200, 100, 200. Et je fais un X comme exclude, et j'exclus quoi? J'exclus notre première machine. OK? Comme ça, je sais que ça ne va pas couper la communication. Je vais stabiliser mon tunnel, mon tunneling, jusqu'au réseau. OK? Comme ça, je suis sûr que je vais pas avoir un message d'erreur. Et ça peut arriver lorsque la machine compromise à laquelle on essaie de se connecter fait partie du sous-réseau auquel on essaye d'accéder. OK? Donc, si par exemple on se connecte eh ben, à 100, 200, 150 et qu'on essaye de transférer tout vers le 10, 200, 100, 0/24, ok, eh ben, nous inclurions le serveur compromis dans le sous-réseau nouvellement transféré, perturbant ainsi la connexion et provoquant la mort de l'outil. Donc, on va faire cette commande. On va utiliser donc notre shuttle et ça va nous permettre de faire un tunneling, tout simplement. OK? Donc ça, c'est un proxy. Là, je viens de créer un proxy avec cette commande. OK. Il nous dit connecter au serveur. Donc, là, je vous parle de proxy. Qui dit proxy dit, en théorie, eh ben maintenant, je peux taper sur mon serveur. Mon serveur, c'était quoi? Bah, c'est le 10, 200, 100, 150. Comment je sais ça? Bah, c'est celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis en haut, ok? Je suis Toto le hacker. Toto le hacker, il a ouvert un accès en SSH via la clé privée du serveur de prod. Maintenant, je reroute, j'installe un proxy entre ces deux machines, ok? Moi, je suis en haut, mais grâce à celle-ci, je vais pouvoir me connecter à celle-ci. Vous comprenez la tactique? On est en train de faire notre niveau. Avant ça, on l'a vu, j'ai essayé de rentrer cette adresse dans le navigateur. Nada, Walou, Kutchi. Il n'y avait rien. Vous pouvez pas. Là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il y a le proxy, on arrive bien sur la page. On avait vu qu'on pouvait aller quoi sur notre Git. C'était quoi Git stack. Donc ça, je vous remontre, hein. Je répète ce que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Mais oui, Git stack, pardon. Voilà. Et là, on arrive sans problème à notre page. Donc là, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Comment je peux faire aussi? Eh ben, je peux faire en utilisant SSH. Ok. Donc là, on voit bien, dès que je coupe le proxy, je rafraîchis, j'ai plus du tout accès à la mire de connexion Gitstack. Ce qui est logique. Si vous avez compris, bah, un petit peu tout simplement ce qu'on faisait. Ok, voilà. Connection out time. Qu'est-ce que je peux faire via une commande SSH? Donc ça, on a utilisé Shuttle. Maintenant, je vais pas faire un proxy, je vais faire une redirection de port, tout simplement. Je vais reprendre ma commande, parce que je suis un grand fainéant, vous le savez. Voilà. Qu'est-ce que je fais?
On l'a vu, pareil, allez voir la vidéo sur toutes les techniques de pivot. Je vous ai fait un paquet de vidéos. Qu'est-ce que je fais? Élévation de privilège. J'invoque SSH. Là, je fais le fameux tunneling. Ok? Et qu'est-ce qu'on a dit? Port plus grand, port plus petit. Port plus grand, mon ordinateur, on a dit non, non, non. Supérieur à 15 000. Je vais prendre 15 001. Je mets quoi? L'adresse du serveur qu'on veut atteindre. On sait, je répète, que ça soit bien clair, on veut atteindre celui-ci. D'accord? Donc je mets son adresse IP. Et je sais que c'est un serveur web, donc lui, le point de terminaison, c'est le 80. Ok? Là, on est en train de créer le tunneling. Ensuite, je me connecte en tant que qui? Bah, route, toujours. Et je me connecte à mon serveur de prod, puisque c'est lui qui va nous servir de passerelle, et je vais cette fois-ci pas faire un proxy, mais rerouter tous les ports vers la machine. Ok? Donc, ça marche pareil. -i, j'utilise toujours clé, et je fais mon FN pour pas être en mode interactif. Je lance, ok, il se passe rien? Bah ouais, c'est normal. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Et ben là, j'ai quoi? J'ai fait un proxy? Non, j'ai pas fait un proxy. J'ai fait un reroutage de port. Et j'ai rerouté vers quoi? Vers ma machine locale. Donc vers mon local host. Ok? Et le local host, on a vu, on a pris quoi comme port? De son côté, c'est le 80. De mon côté, c'est le 15 001. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Dans le routage de port avec SSH, c'est comme un tuyau. Tout ce qui rentre dans le 15001 de mon côté ressort de son côté sur le port 80. Tout ce qui rentre de son côté sur le port 80 ressort de mon tuyau chez moi sur ma machine du hacker du 15001. Ok? Et ben voilà. Et là, vous voyez que on se sert plus de l'adresse IP, mais on se sert de notre localhost. Donc c'est une technique, on voit que le pivot fonctionne totalement. Je peux faire un nouveau git stack. Qu'est-ce qui se passe? Bah, pareil, ça marche. Sauf que c'est deux techniques différentes. Dans le premier cas, je vous ai montré comment utiliser un proxy. Dans ce cas-là, on utilise l'adresse IP de la machine. Soit on fait une redirection de port, et dans ce cas-là, on utilisera notre localhost avec le port local qu'on aura défini au préalable. Ok? Donc ça, vous allez voir pourquoi je vous répète tout ça. Parce que bah justement, on a vu qu'on avait notre exploit. L'exploit, on l'a édité et tout. J'ai la nouvelle version de mon exploit que j'ai totalement modifié, comme je vous disais. Donc là, on va recommencer. Je vais cracher le sudo, ouais, je vais faire un exit. Voilà, ça le quitte. Je relance mon shuttle. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis connecté. Sudo nano mon script. Ok. Donc, prenez bien la version que j'ai modifiée. Et maintenant, elle tourne en Python 3. Il y a le shebang tout en haut. Donc, comme je vous ai dit, nouvel import. Hein, à partir de time, il y a un module time et on importe sous-module qui s'appelle sleep. Ok. Donc, ça, on change rien. Par contre, là, qu'est-ce que je fais? Là, j'utilise un proxy. Donc, si j'utilise un proxy, dans le code source, je vais mettre l'adresse IP de la machine que je veux atteindre. Ok? Celle-là. Sauvegarde. Et là, comme par magie, c'est censé marcher. Donc, il trouve un utilisateur qui s'appelle Tireth. Il nous dit que le web repo, il est déjà activé, pas besoin de l'activer. Il crée un nouvel utilisateur. Il désactive tous les comptes, les autres comptes, et il lance notre commande. Notre commande, c'est quoi? Who am I? Et là, quel est le résultat de la commande? Authority System. Donc, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet, là, de savoir en l'occurrence que, bah déjà, si on arrive à utiliser notre RCE, eh ben, on aura les droits route, ok? Parce que Authority System sur une machine Windows, c'est quoi? Bah, c'est le compte route. On est d'accord. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, ok? Donc, tout ça, pour vous dire quoi? Bah, que j'ai passé, en fait, des heures à essayer de faire fonctionner le script. Je me suis cassé les dents ce matin.
Mais c'est bien, ça, j'ai revu quelques petites bases en Python, moi qui suis un programmeur du dimanche, et voilà où on en est concrètement. Énumération, on avait vu tout ça. Pivotement, on avait vu la mire de connexion et notre exploit. J'ai réécrit l'exploit, ok? Parce que moi, bah tout simplement, quand j'utilisais la commande qu'on a vue searchploit avec l'exploit, bah l'exploit il n'est pas utilisable, pas en Python 3. Donc on l'a réécrit et on a, j'ai continué. Tout ce qu'on a vu hier en fait, eh ben il faudra prendre en compte les modifications que j'ai pu faire. On a vu que le dernier nom du cookie en poste, c'était le CRSF token. Passons maintenant à la partie exploit. Ok? Donc ça, tout ça pour ça en fait. Tout ça pour ça, j'ai réécrit le code juste pour que ça marche. Parce que sinon, il marche pas. Alors, est-ce que c'est voulu de la part des devs? C'est pas très gentil, puisque c'est censé être une cyberattaque pour les néophytes, pour vous apprendre toutes les techniques qu'on est en train de voir. Et bah, tout le monde n'est pas un crack en Python. Et je pense que bah, j'ai vu plein de gens galérer sur YouTube, sur les forums. Du coup, je leur ai expliqué comment bah, simplement modifier toutes les fonctions print pour que bah, le script fonctionne en Python. On l'a en 3.94, je crois, de mémoire, sur nos machines, si elles sont à jour. Ok. Donc ça, c'est fait. On va continuer le cours. Ok. Donc, on va se le traduire. On va s'emmerder. S'il veut bien. Pas l'air de vouloir. T'essaies de m'emmerder. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, autorise la crâne. Donc, dans la tâche précédente, nous avons examiné le code source de l'exploit que nous avons trouvé et identifié les lignes à mettre à jour, puis apporter les modifications nécessaires. Ok. Donc, pop, 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 pop. Donc là, on est bon. Donc, on voit qu'on a notre authority system, succès. Non seulement l'exploit a parfaitement fonctionné, mais il nous a donné une exécution de commande en tant que admin, ok? Le compte local le mieux classé sur une cible Windows. De là, nous voulons obtenir un shell inversé complet. Donc on a deux options pour faire cela. Un, on pourrait changer la commande dans l'exploit et relancer le code. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Tout simplement, là, j'ai juste à changer cette commande. Là, si je mets mon payload, ma charge utile. Ok. Pour l'instant, je la connais pas. Ok. Mais en théorie, on sait que maintenant il fonctionne. On a fait le test avec Whoami, la commande est exécutée. Donc, eh ben maintenant il nous faut trouver une charge utile qui va nous permettre de pirater via la RCE. Ok. Donc il faut adapter le proof of concept de notre ami. Alors, on peut faire ça. C'est une technique. Ou on peut utiliser notre connaissance du script, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il faisait, et tirer parti du même web shell, ok, pour exécuter plus de commandes à notre place, sans effectuer l'exploit complet deux fois. La numéro 2 est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus furtive que l'option numéro un. Numéro un, ça serait ok, juste changer la commande. Donc, on va voir ça, et on va utiliser soit curl, soit burp, soit ce que vous voulez, pour exécuter notre charge utile. Charge utile qui va nous donner accès au deuxième serveur. Donc le webshell que nous avons téléchargé répond à une requête post, ok, en utilisant le paramètre A par défaut. Cela signifie que nous avons deux façons simples d'y accéder. On peut utiliser curl depuis la ligne de commande ou burp suite avec une option d'interface graphique, ok. Donc voyons déjà avec curl et voir si ça marche. On va faire le test ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai édité mon fichier ETC pour euh, host, pardon.
pour que ça soit plus pratique. Ok? Comme ça, on utilise un nom de domaine. Et ce nom de domaine, moi maintenant, la machine centrale, je l'ai appelée gitserver.thm. Ok? Maintenant, qu'est-ce que fait? Eh ben, mon ordinateur, maintenant, il résout cette machine en gitserver.thm. Ça, si vous vous rappelez nos premières vidéos sur le CTF, on l'avait appelé Thomas ref.thm. Donc, on a deux noms de domaine. OK? Donc là, je vais aller taper avec le curl sur le guide serveur.thm, cette machine. Et on va voir si notre web shell qu'on a injecté via la RCE répond. OK? Donc là, CTRL O, entrée, CTRL X, et on va se faire cette petite commande et on va voir concrètement est-ce qu'elle fonctionne ou elle fonctionne pas du tout. OK? Et si elle répond, eh ben, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que notre web shell, il est fonctionnel. Vous vous rappelez que j'ai uploadé dans le code source, j'ai édité et j'ai mis exploit saltimbanque. On va essayer de l'appeler et voir si il fonctionne. Donc, curl, commande curl, X parce que je passe par un proxy. C'est une méthode post et je tape sur quoi? Eh ben, sur, alors, soit l'adresse IP, soit le nom de domaine. Nous, on a vu que j'ai mis git server.th. OK? Ensuite, qu'est-ce que je veux? Eh ben, on a vu que dans le code source, on tape notre exploit, il est dans l'arborescence web à la racine. Je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Et dans le payload PHP, c'était de mémoire ligne quoi? 45, 25, 26, je sais plus, mais vers la fin, je vous ai dit, on modifie, et comme on est plusieurs à travailler, eh ben, j'ai mis mon blaze, ok, j'ai mis saltimbanque, et c'est un fichier PHP. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça, c'est censé ouvrir un web shell, une porte dérobée sur le serveur. Tirer D, et là, j'appelle la commande A. A, en fait, c'est égal à quoi? Bah, c'est une variable qui définit notre commande. Notre commande, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un whoami. Vous vous rappelez, dans notre code source. Ok? Quelle est la différence? Aucune. Aucune. Il répond pareil. Sauf que c'est deux façons différentes de faire mon appel vers le système. Ok? Donc il me répond aussi, t'inquiète, NT Authority System. Donc, bah, je sais qu'en curl, ça passe. Donc on va voir deux façons de pousser notre charge utile, notre virus, un avec curl et un autre avec burp. Donc maintenant on va voir un petit peu avec burp. Ok? Je vais pas réinstaller la version pro de Bird Suite parce que ça prendrait du temps. On va utiliser la version classique et honnêtement, c'est pas un problème. C'est très bien comme ça marche aussi. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lancer notre burp et je vais lancer Chromium aussi. Parce que je vous ai dit, vous avez deux navigateurs sur votre machine. Là, j'ai mon Firefox, moi qui m'en sers tous les jours. Je fais de l'OSINT, je l'ai configuré pour sécuriser un tant soit peu mes communications. Mais je sais que ces plugins peuvent poser problème lorsque je fais des attaques de l'homme du milieu dans le navigateur, lorsque j'essaye d'intercepter, de rerouter les communications. Donc, pour pallier à ça, pour être sûr que j'ai aucun problème, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un autre navigateur. Je vais utiliser une version modifiée, épurée, qui est pas backdoorée en fait, hein. Parce que vous avez Chrome, c'est la version de Google avec tous les petits modules d'espionnage, super utiles, que tout le monde utilise. Et bah, les gens un peu plus confirmés en informatique utilisent une version open source dérivée de Chrome qui s'appelle Chromium. Et je vous conseille d'utiliser Chromium et pas Chrome. Et l'avantage qu'on a, c'est que c'est en fait c'est un Chrome amélioré, puisqu'il est en open source. Et surtout, Chromium, eh ben, on a tous les plugins qui marchent pour Chrome, ils marchent également sur Chromium. Donc, on n'a aucun intérêt de se faire espionner par Google. On va utiliser la version open source. Vous savez que je vous redirigerai tout le temps vers des versions open source qu'on peut auditer. Ok? Donc, on va voir il est installé, mon Chromium. Il a l'air. On va attendre qu'il se lance.
Ou pas. Je sais pas ce qu'il faut. Il a pas l'air vif le bousin. Je crois que c'est la première fois que je le lance, donc il doit être en train de compiler des trucs, j'ose espérer. Ou il est en train de me flinguer ma VM. C'est aussi possible. Enfoiré. Allô? Ouais, je crois que la VM, elle est ras la gueule. T'énerve pas, t'énerve pas. T'énerve pas, reste calme, reste calme. Ouais, écoutez, ça a pas l'air très concluant, il est là-dedans. C'est combien? Ouais, je vais peut-être relancer ma VM parce que ça fait 2 jours qu'elle tourne, à mon avis, pas très en forme. Et je vois que Burp, même Burp, il se lance pas. Ah si. Ok, c'est le Java qui est en train de saturer la VM en fait. Donc on a notre Burp, on fait Next. Ok, il nous demande de mettre à jour. Pour l'instant, on lui dit non, sans rien à faire. Et on a enfin un Chromium qui se lance. Hein, dans la vie, il faut être patient, je vous le dis. C'est là qu'on voit que même 16 Go, hein, franchement, quand vous avez des VM, à la limite, faudrait 32, voire 64 Go, quoi. Pas de bien. 32 sur 64, c'est peut-être du overkill. Et là, j'ai donné que 8 Go, et je crois que, ouais, elle en, bon, j'ai presque envie de redémarrer, de lui donner encore 2-3 Go de mémoire. Mais, ouais, non. Bon, allez, on va prendre votre note mal en patience. J'ai enfin réussi à tout lancer. On va venir déjà désactiver. Alors, premier truc, quand vous êtes sur votre navigateur que vous voulez utiliser avec Foxy, Proxy, avec Burp Suite et avec Zap, bah tout simplement, vous allez désactiver tous les plugins déjà préinstallés, ok? Pour être sûr que ça fout pas la merde en fait. Alors, je suis désolé, ça fait un bail que je n'ai pas utilisé Chromium, ils ont toujours pas fait façon, ok. Ils sont où mes plugins, s'il te plaît, tonton? Extension. Ok. Donc ça, bah ouais, c'est bien, c'est de très bons plugins que j'utilise, mais là, on n'en aura pas besoin. Donc, vous retirez tout, pour être sûr. Donc ceux-là, je crois qu'on peut pas les retirer, ils sont natifs. Laissez-les, c'est pas très grave. Le seul truc qu'on va installer maintenant, c'est notre Foxy Proxy. Ok. Donc s'il veut pas, on va aller nous-mêmes sur le store. Et là, je vous ai dit, vous voyez, hein, c'est le Chrome Web Store. Il n'y a aucune différence. Donc vous avez tout intérêt à utiliser Chromium plutôt que Chrome. Parce que bon, Google, déjà qui nous fait l'amour tous les jours, on va pas en plus l'aider à nous espionner. Donc standard, basique. Bon allez, on reprend le standard. Ok.
Je l'ajoute. Ok, donc il est installé, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller jouer avec. On va l'épingler. On va créer notre proxy. Je vais ajouter un nouveau proxy. Je vais lui dire, écoute, en... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, en SOX 4, SOX 5. Qu'est-ce que je suis là? Là, je suis connecté via un proxy. Ouais, on va essayer le SOC 5. Donc, vous utilisez votre loopback, donc 127.0.0.1, et on va prendre le port, le port que j'ai rerouté. Sinon, je pense que ça va pas marcher. Et vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on utilise? Donc là, j'ai mon burp. Et j'utilise Shuttle pour faire un proxy de façon automatique. Donc, à la limite, je peux prendre le port que je veux, je pense. On va essayer le 80-80. Convention, on utilise ça. Hmm, nickel, général. On va mettre une couleur qui parle un peu plus. On va le mettre en rouge. Ok, et je vais l'appeler proxy. Ok, nickel. Donc maintenant, on active. Voilà, tout est rerouté vers le proxy. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va venir attaquer notre serveur. Donc, pour l'instant, je vais vérifier que il n'y a pas d'interception. Vous vous rappelez, on va là-dessus, on va aller dans proxy également, et l'intercept on, on va le couper. Pour l'instant, on va juste vérifier. Ah, il faut que je récupère aussi, faut que je récupère certificat, important. Donc, comment on fait ça? On fait un diagnostic déjà, s'assurer que tout est OK. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Embed. OK. On va voir si il génère des erreurs. Ça permet de diagnostiquer que Burp est bien lancé, qu'il arrive à charger le navigateur nativement. Ok, donc là, on n'a pas de problème, c'est plutôt bien parti. On va générer notre... putain, je sais plus comment on fait pour générer le certificat. On va aller dans Proxy, dans Options, et voilà, on va importer, exporter, on va exporter en DER le certificat. Ok, je vais l'enregistrer par exemple dans mon document. Ouais, document, c'est pas mal, si tu veux bien. Et on va l'appeler Burp. Ok. Donc, en théorie, là, je devrais avoir dans mes documents le burp. Ok. Et là, maintenant, bah, on va aller dans Chromium et on va, dernière étape, installer le certificat pour pas avoir des problèmes avec les connexions HTTP, HTTPS. Donc, on va aller dans Privacy. Je crois que c'est tout en bas, Advancé. Et voilà, Foxy Proxy, système. Peut-être aller trop vite. Alors, c'est peut-être dans Safety Check. C'est où les certificats? Je sais plus. Security. Ouais. Ok. Voilà. Manage Certificate. Ok. Server Authorities. On voit qu'on a tous nos certificats préinstallés qui permettent d'établir les autorisations, les certificats numériques pour être sûr que on n'usurpe pas l'identité, que quand vous naviguez tout simplement sur Internet via votre navigateur, quand vous allez sur google.com, c'est bien google.com et c'est pas Toto le hacker à l'autre bout du monde qui est en train de vous faire du spoofing et des attaques de phishing, ok, ou de spear phishing. Donc, on importe notre certificat et on va venir l'ajouter à la liste assez conséquente de certificats qui sont déjà préinstallés dans tous vos navigateurs. Donc là, des fois, il nous emmerde. Mettez-lui all file pour qu'il puisse le voir. Et vous, voilà, vous cochez que ça. Le reste, on s'en fout. Faire confiance à ce certificat pour identifier les sites web. Ok.
Donc là, en théorie, on est bon. J'espère que ça va marcher, qu'on va pas avoir de couilles. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller, comme je vous disais, intercepter et faire du happy pass. On va aller sur mon serveur Git, serveur, nom de domaine que j'ai défini dans mon fichier host. On va aller sur le port 80 et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Là-dessus, c'est super. Et maintenant, je vais venir quoi? Eh ben, je vais aller voir, pourquoi pas, vous vous rappelez notre exploit qu'on a uploadé sur la machine, tout simplement. Donc on va aller sur le web. Là, il y a quoi? Hmm, website guide. Ok. Là maintenant, je vais demander de voir un petit peu ce qu'on a. Ok. Donc on a notre web. Maintenant, est-ce que je peux charger mon exploit? Alors, donc là, on a le web exploit, exactement le chemin qu'on a demandé dans notre RCE. Donc on voit, c'est une méthode get qui est bien sur notre nom de domaine. Est-ce que je peux zoomer pour vous? Non, je suis désolé, je peux pas zoomer. Mais on voit qu'on a intercepté la requête et donc c'est du bon. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, vous savez qu'on a plusieurs modules. Je vous redirige vers mes vidéos sur Burp Suite. Euh, on va utiliser le repeater. Repeater, on va faire des attaques, des replay attaques, ok? Des attaques, on va rejouer les attaques jusqu'à qu'on influence, qu'on arrive à induire en erreur le serveur web, l'application web, ok? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis dans le mode intruder, mais il faut que je sélectionne tout là. Et je lui dis, bah écoute Coco, tu m'envoies ça sur le repeater. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans le repeater, et là, on voit qu'il a bien transmis la requête à l'identique. Maintenant, on va faire du crafting. On va modifier la requête pour parvenir à nos fins. Ok? Donc, vous pouvez faire contrôleur pour envoyer la demande au répéteur. Ok, ça marche aussi. C'est un raccourci. Apprenez les raccourcis, vous irez plus vite. Mais bon, là, moi, je vous explique, je prends le temps. On n'est pas pressé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous avez vu, vous vous rappelez avec curl? Avec curl, on a fait quoi? C'était pas une requête en, en get. Qu'est-ce qu'on a fait avec curl? On a fait du post. Ok? Et ce qui est un peu logique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on essaie de contourner? On essaie de contourner notre serveur, et notre serveur, c'est quoi? C'est une mire de connexion. C'est une formulaire avec un username, un password. Qui dit authentification sur une mire de connexion d'une application web, eh ben, c'est une méthode en poste. Ok? Quand vous connectez sur un site web et que vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ça se passe en poste, pas en get. Ok? Donc nous, on va venir modifier ça. Pourquoi je suis sous Windows là? Excusez-moi, je mets tout. Donc là, on peut modifier en temps réel. Ok? Donc je mets post. On a bien notre payload que j'ai mis dans le code source. Et si je descends tout en bas, il me l'a pas mis. Accept, content type, tiret A. Non, il l'a pas pris. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure, on a défini notre variable A. Et A, tout à l'heure, on lui a dit ça, c'est la commande. Tu vas me passer un who am I. Et il manque aussi un truc. Je sais pas pourquoi il est en. Ok. Je vais le rajouter à la main. On a une fonction upgrade euh, insecure request. Donc tout ça, c'est en camel case. Attention, c'est égal à 1.
Et qu'est-ce qu'on va lui dire aussi? Ben, on a le content type. Ok. Content type, donc le type de contenu, on va lui dire, bah écoute mon gars, c'est une application, ok? Et on va lui définir en fait l'encodage, ok? Et donc c'est un formulaire d'authentification et qui est Earl encoded, encodé dans l'URL. Voilà. Donc là, maintenant, si je l'envoie, qu'est-ce que ça fait en fait? Je l'envoie, bim, on voit. Troisième solution, on a utilisé la RCE pour exécuter Wamai, ça a fonctionné. On a utilisé curl, ça a fonctionné. Et là, on utilise burp et il nous dit aussi, t'inquiète, Wamai, t'es root, t'es administrateur système. Donc ça, c'est plutôt cool. On voit trois façons différentes d'arriver au même résultat. Mais c'est pour que vous commenciez à comprendre. Si vous êtes super calé, là, ce que je vous explique, c'est du pipi de chat. Je pense que vous avez largement compris. Si par contre vous êtes néophyte, eh ben voilà. On vous montre plusieurs façons de faire. Et je vous ai toujours dit, en hacking, il y a généralement plusieurs façons de faire. Ok? Donc, à nous de voir. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Vous voulez utiliser du curl? Vous voulez modifier le code source de notre RCE pour l'exécuter? On va former ça avec Burp. Alors moi, j'ai envie de dire, Euh, peut-être avec Burp, ça serait plus facile. On va voir. On va voir ce qu'on fait. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a quelques questions à répondre. Alors, le nom d'hôte de cette cible. Bah, on a vu qu'on l'avait appelé, nous, on l'a appelé comment? On l'a appelé Git Server. Ok. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut alors? Ok, vous savez quoi? On va aller se faire un petit Yann. À mon avis, ils veulent qu'on le scanne. Donc on va se le scanner, on va faire un petit scan rapide, vite fait, des familles. Euh... Hop, hop, hop. 64, ça tartine un peu quand même. Euh, Donc ça c'est le nombre de threads. Qu'est-ce que je veux? Je veux scanner la machine 10, 200, 100, 150. Alors, T, paranoïde. Ah oui, je suis plus con. C'est pas les threads, ça, c'est le 4. Donc moi je passe en donc paranoïde, sneaky, polite, ça c'est le mode nom. Ok, donc il bloque les pings, c'est pas grave, on va lui mettre un PN. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Profitons du temps qu'on a. Moi, je suis en haut. Si j'avais fait un Nmap sur 10, 200, 100, 150, sans faire un proxy ou un reroutage de port, elle m'aurait dit la machine, elle n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie tous les paquets à la machine en SSH, tunnelés via mon proxy ou mon reroutage de port. Et comme ça, c'est effectif, et ben, les paquets traversent la machine et rebondissent, pivot des paquets, Nmap, et ils viennent énumérer cette machine. 10, 200, 100, 150.
Mais si j'avais pas cette machine-là, jamais je pourrais scanner celle-ci. Vous comprenez bien. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour avoir notre niveau et passer d'une machine à l'autre. Mais c'est grâce à cette machine, grâce au tunneling, au routage de port, au proxy, ça dépend de la technologie que vous utilisez, ou la technique plutôt, eh ben, c'est ça qui permet que Nmap fonctionne. Ça me sert de relais. Ok, ça c'est mon proxy. Et comme ça, je peux maintenant faire de la reconnaissance sur cette machine. Donc, on voit bien que c'est la machine que j'ai définie dans mon fichier host. Ça s'appelle bien gitserver.thm. Maintenant, il nous fait un traceroute. On va voir. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il nous dit au niveau du traceroute, ouais, ça passe par la 10.50.101.1. Mais en fait, cette machine, quoi, bah, c'est le serveur Amazon, en fait, qui héberge le capture de flag. Donc, c'est logique. Ok? Je passe du réseau. Moi, je suis en France. Je vais en Angleterre sur le VPN, en fait, de TryHackMe. J'arrive sur leur réseau local. Ok? Je repars vers un serveur Amazon qui est mon troisième point d'entrée, si vous voulez. Ok? Il y a ma connexion, la connexion en Angleterre, l'autre connexion sur le serveur Amazon qui doit être aux États-Unis. Et à partir de là, eh ben, j'ai mes trois machines. Ok? Ces trois machines, en fait, elles sont sur un autre sous-réseau, un autre masque de sous-réseau. Et c'est cette machine-là qui nous le sert, en fait. C'est pour ça que le press-route nous dit ça. Et je mets 34,75 millisecondes pour atteindre. Bon, ça, on s'en fout. C'est pas très pertinent. On s'en fout. Et là, il nous dit que les 1000 premiers ports sont filtrés. Donc, bah, pas le choix. Il faut... euh, Ce qu'il me l'avait dit, là, c'est que j'ai même pas lu, en fait. Je me distrais tout seul. Ouais, il me l'avait dit aussi, je trouve. Donc, il nous demande quelques petites questions. Quel est le nom d'hôte de cette cible? Comment on peut savoir ça? Eh ben, tout simplement, on peut utiliser curl, on peut encore utiliser, je vois, bah, notre ami, notre script ou notre ami burp pour avoir l'info. En effet, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a envoyé la commande Wamai, ok? Mais je peux mettre la commande que je veux, vous vous rappelez? Je suis pas limité à cette commande. Je peux tout à fait faire hostname. Si je l'envoie, ça me dit quoi? Bah, ça me répond. Git serve. Donc, eh ben, on a notre réponse. Comment s'appelle la machine? Le hostname, bah, c'est GitServe. Quel système d'exploitation? Je vous ai dit, on est à quoi? Il y a du NT Authority System. Vous savez que il y a du NT Authority System que dans un environnement Windows. Pas ailleurs. Ok? Donc, c'est du Windows. Et quel utilisateur le serveur fonctionne-t-il? Eh ben, on l'a vu, c'est NT Authority. Alors, je me trompe tout le temps, il y a un H en anglais. Ok. Donc, avant de passer à un shell inversé, nous devons déterminer si cette cible est autorisée ou non à se connecter au monde extérieur. Eh ouais. De manière typique, eh ben, on va utiliser la commande ping. Donc, on va utiliser des demandes d'écho ICMP et voir si elle passe ou elle passe pas. Ok? On va envoyer des pings sur le serveur compromis, enfin, à partir de notre serveur compromis, à notre propre adresse IP, ok, la machine du hacker. Et on va l'intercepter via vos Wirecard, TCDUM, ce qu'on veut, et voir si les paquets ICMP passent, ok, tout simplement. Donc comment on peut faire ça? Bah, on va voir, on va cleaner tout ça, et bah là, c'est super utile comme technique, ok? Donc vous savez que nous, on utilise un VPN, ok? Moi, je suis connecté et je config. Donc là, j'ai mon adresse en tunneling. Donc je vais utiliser tune 0. Ok? Donc, comment je peux faire ça? Eh ben, on va lancer d'abord un sniffer de paquets. Ok? Pour pouvoir sniffer nos propres paquets et voir si la communication passe par notre proxy. Et si ça passe, c'est plutôt bon signe. Sinon, il faudra qu'on trouve une autre solution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir deux petits écrans. On va zoomer un peu. Toc, 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 toc. On va aller là. Et bah, je vais faire un sudo
TCP -i, i c'est l'interface, ok? Et mon interface, on a vu qu'elle s'appelle Tune0, ok? Et qu'est-ce que je veux? Bah, tu me focalises sur tous les paquets ICMP. Vous savez que quand on ping, on fait des ICMP Echo Request, ok? C'est des paquets précis qui vont faire ping-pong. Et en fonction du ping-pong, on va pouvoir déterminer la latence, ok? Le RTT aussi, Round Time to Live, et le Round Time Trip aussi. Donc ça, c'est fait. Et là, il nous dit, bah écoute, pas de problème, j'écoute sur ton VPN, ton interface Tune0, EuroIP, et bah, je prends des snapshots de la longueur de, là on est en quoi? 262 144 bytes. Ok, super. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben maintenant, à l'aide du web shell, eh ben on va se lancer notre commande. Comment je peux lancer à partir du serveur? Pareil. Qu'est-ce que je fais là? Je vais demander une commande de ping, tout simplement. Je me casse même pas la tête. Et qu'est-ce que je veux? Bah, je veux du ping. Ok. Je vais envoyer 3 paquets echo request ICMP et je vais utiliser mon adresse IP. J'ai déjà oublié. Voilà. Celle-ci. Ok. Et là, on voit, est-ce que ça passe pas, tout simplement. Si ça passe, eh ben c'est bon. Tu veux bien me le coller, tu seras gentil. Non, il a décidé de m'emmerder. 10, send. Donc là, j'ai envie de dire, combien il y en a qui arrivent? Rien, aucun. On voit bien. Sinon, il s'afficherait en fait. Le sniffer de paquet, il reçoit rien. Pourtant, on sait qu'on a une connexion qui est établie. Ok. On pivote sur notre machine de prod pour attaquer la 150 grâce à la 200. Ok. Et moi, j'ai mon adresse qui est là. Je sais que je passe par le VPN. Qu'est-ce... Visiblement, il y a quelque chose qui nous bloque. Ok, on est d'accord. Donc, combien nous parviennent à l'auditeur, au sniffer de papier? Zéro. Donc, eh ben ouais, il semblerait que nous allons devoir sortir des sentiers battus pour choper ce shell. Catch the shell. Ok? Donc on a deux options. Étant donné que nous avons un shell entièrement stable sur le 200, on pourrait peut-être télécharger une copie statique de Netcat et attraper le shell à partir de là-bas. Ok? Ou on pourrait mettre en place un relais sur le 200 pour envoyer un shell à un auditeur. Ok? Donc c'est à nous de choisir l'option qu'on veut pour des raisons pratiques, un relais socket et suggéré. Cependant, quelle que soit la manière dont vous choisissez, faites attention aux autres utilisateurs. Ok. Donc à ce stade, c'est ce que je vous disais, on va utiliser euh, un reroutage de port et au-delà des 15 000. Ok. Donc 15 001 jusqu'à 65 536. Choisissez celui que vous voulez. Avant de pouvoir le faire, cependant, nous devons prendre en compte autre chose. CentOS utilise un wrapper toujours actif autour du pare-feu IP table, ok, qui s'appelle Firewall. Donc, par défaut, ce pare-feu est extrêmement restrictif et il n'autorise que l'accès à SSH et tout ce que l'administrateur système a spécifié. Avant de pouvoir commencer à capturer ou à relayer des shells, nous devons ouvrir le port souhaité dans le pare-feu. Cela peut être fait avec cette commande. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se rentrer la commande et qu'est-ce qu'on peut se prendre comme port? Un port qu'on va retenir. Je prends 60 000, ok? Comme ça. Donc, on voit bien le timeout. Là, il nous le dit, hein, de toute façon, 3 paquets
on est en time-out. Bien, on arrive totalement zéro. Donc, je vais prendre mon port, firewall CMD, zone, bah, public, ajoute le port, et le port, c'est 60 000 en TCP. Ok? J'envoie la commande. Ok. Donc là, en théorie, on est en HTTP 200 OK. Il a accepté la commande. Ok? Donc, bah maintenant, il faut qu'on continue notre attaque, hein. Donc, revenons à nos moutons. Donc, cette commande, on utilise deux commutateurs, deux switches. Nous définissons d'abord la zone sur public. Ok. Ce qui signifie que la règle s'appliquera à chaque connexion entrante vers ce port. Ok. Puisque c'est un réseau intranet, forcément, si nous, on est dehors, ok, et qu'il y a le pare-feu qui nous bloque, ça veut dire qu'on est sur l'extranet. Donc, c'est pas, on n'utilise pas des adresses privées, on utilise une adresse publique. Ok. Donc, on vient du domaine public, donc ça veut dire qu'on vient d'Internet. Donc, on vient de l'extérieur. Et là, on va essayer de contourner le pare-feu en ajoutant cette règle. Ok. Donc, la règle s'appliquera à chaque connexion empreinte sur ce port et nous spécifions ensuite le port, on a vu. Donc, moi, j'ai décidé arbitrairement de choisir 60 000. Ok. Nous spécifions donc le port que nous voulons ouvrir ainsi que le protocole que nous voulons utiliser. Donc là, on va vérifier les communications, on utilisera du TCP. Ok. Donc, configurer un auditeur ou un relais sur notre point 200. Donc, pour rappel, si je dois faire le point 200, on retourne sur notre machine de prod. Ok. Et vous voyez qu'on commence, ça se met à jour automatiquement. On est en train de petit à petit de pivoter. Ok. On a piraté la première machine. On est en train là d'effectuer notre pivot sur la seconde pour terminer sur la machine de Thomas. Ça, c'est le Windows à jour. Et là, on verra comment on peut récupérer la main sur cette machine. Ok. Donc, ça se fait par étapes. Je vous ai toujours dit, les cyberattaques se font de façon séquentielle. Je vous ai dit, il faut avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, une méthodologie. Sans méthodologie, vous n'y arriverez pas. On applique des techniques dans des cadres bien précis. Ok? Donc, je vous ai dit, tout ce que je vous dis, c'est important. Croyez-moi. C'est mon expérience qui parle. Et croyez-moi, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je pensais vouloir aller trop vite, vouloir faire tout de suite. Et j'ai pas compris qu'il fallait que je... Vous savez, comment on peut, comment dire, comprendre un système complexe, je vous ai toujours dit, c'est de le découper, ok? En séquence, ok? Un peu comme de l'ADN, on va le découper et comprendre chaque brin d'ADN, qu'est-ce qu'il fait, chaque séquence, eh ben, c'est une métaphore, hein, très triviale, mais c'est un peu ça. Ok, un système complexe, pour pouvoir le hacker, eh ben, il faut le découper en parties, en étapes. Ok, et on va enchaîner ces étapes de façon séquentielle pour parvenir à nos fins. Un algorithme, c'est exactement ça. On part du pseudocode et après on va écrire notre algorithme. Et l'algorithme, en fait, c'est quoi, hein, si on oublie le côté informatique, le côté algorithmie et mathématique, un algorithme, c'est une simple recette. Ok? C'est une recette de cuisine. Si vous avez jamais cuisiné et que je vous dis, bah, fais-moi des spaghettis bolognaise maison, vous allez me dire, ouais, bah, je sais qu'il y a de la sauce tomate, il y a de la viande hachée, il y a peut-être du pain, du romarin, de la sauge, du sel, du poivre. Moi, je vous donne ma recette là, hein. Peut-être la vôtre, elle est différente. Je vais utiliser des tomates, concentré de tomates. Je vais mettre aussi des tomates fraîches pour ajouter du goût. Il va me falloir du fromage râpé parce que moi, je ne mange pas des pâtes sans fromage. Mais ouais, je vous donne les ingrédients. Ok, vous avez les ingrédients. Mais si vous savez pas comment les marier et que vous n'avez pas la recette, qu'est-ce qu'une recette? C'est un algorithme. Ça vous dit non seulement les composants que vous devez utiliser, mais dans quel ordre? Ok? Vous allez commencer par faire chauffer vos tomates, ok? Et mettez votre ail, vos oignons. Ensuite, mettre la viande hachée, couvrir, laisser revenir un peu, préparer vos pâtes, faire bouillir l'eau. Voilà. Mais est-ce que vous avez l'algorithme? Vous connaissez la recette? La recette permet à n'importe qui, à Dédé, à Robert, à Ginette, de faire des spaghettis bolognaise, même si elle n'en a jamais cuisiné. Eh ben c'est pareil.
Il faut un algorithme dans vos têtes. Cet algorithme, eh ben, ça sera vos techniques de hacking. Et c'est un algorithme qui doit se mettre en place. Votre cerveau traite les informations et doit les traiter de façon pertinente. Et ça, donc, je vous ai dit, c'est des mécaniques. Il faut vous forcer à avoir une certaine rigueur. Sinon, vous allez partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que on se base sur des techniques militaires. Ok, et qu'il y a un protocole à respecter. Il y a des checklists. Je vous ai dit dans vos têtes, étape par étape, vous allez faire vos checklists et vous assurer que vous avez bien pensé à tout avant de passer à l'étape suivante. Ok? Donc on va continuer. Je vais continuer à poster la vidéo, mais là je vais faire un break parce que je sature un peu et je vous prends tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.